Nous allons suivre cette rencontre des 32e de finale de la Coupe de France et je vous rappelle cette information très importante. Sachez que Granville, club de National 2, s'est imposé face à Bordeaux après prolongation 2-1. Les Bordelais ont terminé la rencontre à 8. J'imagine qu'il y aura des surprises avec Christophe Cessieux dans Total Sport. Ce sera dans une demi-heure maintenant à partir de 18h. Il est 17h30 et toutes les demi-heures sur RMC, c'est le Flash Sport. Benoît Boutron pour toute l'actualité sportive. Et on va rappeler les qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Granville, tout d'abord, le club de National 2 qui a sorti Bordeaux en prolongation, des Bordelais réduits à 8 pendant cette prolongation. Marseille, Strasbourg, Saint-Etienne et Lorient se sont également qualifiés pour ces 16e de finale. Et puis d'autres matchs vont ou viennent de démarrer. Est-ce que c'est parti entre Steel, le Petit Poucé et 3, Sébastien Ruffet? Eh bien, ça vient de partir à l'instant depuis 10 secondes seulement. Régional 3-1 pour Steel, Ligue 1 évidemment pour 3. Steel qui est invaincu cette saison dans son championnat et qui dispute ce 32e de finale devant environ 2300 personnes ici à Molsheim. Parti ou pas entre Sochaux et Amiens, Arnaud Valadon? C'est parti depuis 55 secondes, 0-0 entre le 8e de Ligue 2 Sochaux et le 13e de Ligue 1 Amiens. Petit événement, on revoit Mathieu Bonnemer sur le terrain. Il n'avait plus porté les couleurs d'Amiens depuis l'été. 0-0, une minute de jouer à Bonal entre Sochaux et Amiens. Senlis Nantes également au programme, Aurélien Thiersin. Oui, c'est parti à Pierre Brisson, la première occasion avec Abdoulaye Touré qui reprend un corner de Lucas Lima. C'est parti très fort pour les jaunes de Nantes face aux rouges de Senlis, un club de l'Oise en National 3, 4 divisions d'écart entre les deux équipes. C'est parti depuis une minute, toujours 0-0 entre les deux formations. Et Dunkerque-Metz, Jean Baumel. C'est parti depuis une minute avec le coup d'envoi donné par les Messins. Mais ce sont les Dunkerquois qui pour le moment, pensionnaires de National, donc deux divisions d'écart avec la lanterne rouge de la Ligue 1 pour l'instant forcément 0-0. Et ensuite trois autres matchs, Sanois, Saint-Gratien, Épinal, Fleury et Mérogis contre Bischheim et Vannes. 91 Fleury Mérogis. Exactement. Eh oui, ton département de naissance. Exactement. 0-0 pour l'instant pour les joueurs de Fleury Mérogis qu'on appelle les prisonniers, parce qu'il y a une prison. Bravo, tu connais bien ton département, ça fait plaisir. Le foot en Espagne également, le Barça qui mène 2-0 contre Levante, c'est la 18e journée de Liga. Et puis du rugby, la 15e journée du top 14, Pau-Toulouse, Paul Lafitte. Oui Benoît, on s'approche de la fin de cette première mi-temps, la 38e très précisément, et la section paloise mène 8-3 et Tom Taylor, le buteur maison de la section, qui va tenter d'amener 3 points supplémentaires, une pénalité pour une faute toulousaine, pénalité situé à 30 mètres légèrement à gauche. Il va s'élancer, le buteur néo-zélandais qui a un ratio exceptionnel avec la section paloise. Il ne tremble pas et il porte le score à 11-3 pour la section paloise qui a marqué le seul essai par le talonneur Quentin Lespio. Partie donc très engagée et les Béarnais mènent de 8 points. 11-3, 2 minutes à jouer en première mi-temps. Le handball également, France-Danemark à l'accord Hotel Arena, Antoine Arlot. Il reste 8 minutes avant la mi-temps, la France qui mène 12-11 face au Danemark, les Danois qui sont en infériorité numérique parce qu'il y a eu un 2 minutes pour Toft et on change de gardien du côté de l'équipe de France à l'instant puisque Vincent Gérard cède sa place à Cyril Dumoulin dans les buts français. Donc 12-11 pour l'équipe de France face au Danemark et il reste un peu moins de 8 minutes avant la mi-temps. Et puis un mot de biathlon, je vous rappelle que les Françaises ont remporté le relais féminin à Oberhof aujourd'hui. J'étais en train de regarder comment s'appelaient les habitants de Fleury-Mérogis et c'est les Floria-Cumois. C'était compliqué de le trouver quand même. Fallait le savoir. Oui, parce que je viens de Brétigny-sur-Orge. Ah, d'accord. Et donc les Bretignolais. Voilà. Bretignolais, d'accord. Voilà. Ça t'intéresse? Ça m'intéresse beaucoup. Oui, j'ai l'impression que Daniel Costantini doit être énorme au niveau du gentilé de chaque ville, à mon avis. C'est vrai? Grande culture. Daniel, il doit être énorme. C'est pas sûr. C'est pas sûr. À part les Pontello combalusiens. Ouais. On peut le tester, pourquoi pas. Daniel, on ira dîner à Brétigny-sur-Orge, c'est assez incroyable. Non, je prends ça pour un non. Ok, merci beaucoup messieurs. On va reprendre le cours des choses parce que sinon ça ne va pas trop vous intéresser. Avec les 32e de finale de la Coupe de France, prenons la direction de Beauvais. Senlis Nantes, Aurélien Thiersin. 3 minutes de jeu 0-0 entre Senlis tout en rouge contre les Canaries, les jaunes du FC Nantes et ça part fort surtout pour les Nantais. Déjà une bonne occasion suite à un corner de Lucas Lima, la reprise d'Abdoulaye Touré au-dessus des cages. Côté compo du côté du FC Nantes, c'est une équipe quasiment type parce que Claudio Ranieri, l'entraîneur italien, ne veut pas revivre la piteuse élimination en 16e de finale de Coupe de la Ligue, 3-1. Donc on a une équipe quasiment type, excepté le gardien Tatarousanou, le Roumain laisse sa place à Maxime Dupé. Devant, c'est le jeune Santi Ngom, encore amateur l'année dernière, qui est titularisé aux côtés d'Emiliano Sala. Et le capitaine Léo Dubois est suspendu, c'est donc Kofi Djidji qui le remplace. Attention, la bonne occasion peut-être avec Yacine Bamou qui centre dans la surface de réparation. Il s'est dégagé par les Isariens, les joueurs de l'Oise Senlis. Une petite anecdote
qui peut assez improbable qui ne peut arriver qu'en Coupe de France du côté de Senlis. En défense centrale, on va retrouver Julien De Vipart. C'est un joueur qui a quitté le club la saison dernière, qui est parti pour une opportunité professionnelle, paysagiste à Hyères dans le Var, et il est revenu simplement pour une pige pour ce match. Julien De Vipart, donc il est titulaire dans une défense centrale à 3. Voilà, Julien De Vipart. Et une histoire moins drôle pour Aurélien Salnier et Antoine Gélin, deux joueurs qui auraient dû purger des matchs de suspension en championnat, mais à cause des intempéries et des matchs décalés, ils doivent purger leur match ce soir. Ouais, et ça, c'est très dur pour les deux joueurs. Il y a Antoine Gélin qui a préféré partir une semaine au ski pour oublier un petit peu tout ça. Et donc ça part bien pour Nantes, c'est toujours 0-0 après 4 minutes de jeu. Style 3. Comment? La mi-temps à Pau, Jean-Christophe. Pardonne-moi, Paul Lafitte. Avec ce score donc à l'avantage de la section paloise qui mène 11-3, les Toulousains qui ont globalement dominé les 25 premières minutes, mais les Béarnais ont retrouvé le fil de leur rugby. Les Toulousains n'ont marqué que 3 points par Zach Holmes. Ils ont eu évidemment 2 belles opportunités par Antoine Dupont, un essai qui a été refusé justement pour un en avant au début de l'action de Gaël Ficou, mais en mêlée fermée, les Béarnais ont été peut-être un petit peu meilleurs que les Rouges et Noirs d'Hugo Mola, et ils ont surtout marqué un essai assez déterminant en début de rencontre. C'était à la 7e sur un beau groupé pénétrant, et Tom Taylor a lui fait la différence au pied pour porter ce score donc de 11-3, mais rien n'est joué, et le retour des vestiaires dans un petit peu moins d'un quart d'heure ici au stade du Havre. Un retour à la Coupe de France, style 3, Sébastien Ruffet. Alors on joue depuis presque 6 minutes ici, toujours 0-0, et les petits Alsaciens qui font pour l'instant mieux que se défendre. Alors, évidemment la possession elle est troyenne, mais ils sont très près du porteur du ballon, et on sent qu'en contre il peut se passer quelque chose, notamment par l'intermédiaire d'Alexandre Maisonneuve, le numéro 10, avec son pied gauche. Il a déjà fait admirer sa technique à 2-3 reprises. Il a pas grand chose à envier, très franchement, vis-à-vis de Ligue 1. Et tout à l'heure il a résisté au retour de Confé pour servir sur la droite Huck, qui a un petit peu tergiversé malheureusement. Il y avait un coup à jouer pour les Stilois sur ce coup là, mais malheureusement c'est pas allé au bout. Les Troyens qui pour l'instant ont beaucoup le ballon, ont essayé sur une frappe de loin tout à l'heure. Attention, ce centre peut-être, non, ce sera contré. Ce sera un premier corner pour les Troyens dans cette partie. On joue depuis 6 minutes 20, toujours 0-0 entre Style et 3. Sochaux a mis un Arnaud Valadon. 0-0 après 7 minutes de jeu ici à Bonal, et déjà une occasion pour les Sochaliens avec cette frappe de Florin Béringuet, repoussé par Jean-Christophe Bouet, le gardien de Amiens, et derrière Aldo Kaloulou, l'attaquant prêté par l'Olympique Lyonnais à Sochaux, n'a pas pu cadrer le ballon relâché par le portier sochalien, et là c'est un coup franc à suivre pour les Amiénois. On a fait beaucoup tourner du côté de Christophe Pellissier. Gaël Kakuta n'est pas là par exemple, même pas sur la feuille de match. Serge Gakpé est sur le banc, Régis Gurtner, le gardien titulaire, est sur le banc. Pourquoi? Parce que dans 3 jours Amiens va recevoir à la Licorne le Paris Saint-Germain. Ce sera de la Coupe de la Ligue, et ça évidemment on a envie d'aller faire un exploit, surtout qu'à la Licorne on a déjà fait tomber Monaco du côté des Amiénois. Attention peut-être à ce coup franc, on est à une trentaine de mètres, excentré sur le côté droit pour les Amiénois. Peut-être la première occasion de cette partie. Une de jeu à Bonal, 0-0 entre Sochaux et Amiens, avec notamment Mathieu Bonnemer qui est présent sur la pelouse, qui rejoue au poste de milieu de terrain et pas en défense centrale, avec ce coup franc qui va être frappé par Bourgault dans un instant. Finalement ça va être touché par une tête sochalienne. Corner à suivre pour les Amiénois. 0-0 après 8 minutes de jeu. Dunkerque-Metz, Jean Baumel. 7 minutes et 30 secondes de jeu, 0-0 entre Dunkerquois et Messin. On vient de voir une frappe là de Thomas Dosevi qui s'était légèrement frayé le chemin pour frapper. Sa frappe enroulée passe quand même bien à côté de la cage du gardien dunkerquois Ligali. Sinon l'entame de match a été plutôt intéressante pour les joueurs de Didier Sansini, le coach de l'USLD. En tout cas match assez équilibré dans ces 8 premières minutes, avec un ballon là qui navigue dans le camp des Dunkerquois, avec un ballon en profondeur, mais ça va être récupéré par la défense messine qui pour l'instant tient le choc. Il y a eu un petit arrêt de la part du gardien sochalien Kawashima tout à l'heure sur un centre venu de Jean-Jacques Rocky. Voilà, histoire de se mettre en jambe. Voilà, 8 minutes 0-0 pour l'instant entre Dunkerque et le FC Metz. Et puis l'affiche de ces 32e de finale de la Coupe de France, Fleury-Mérogis, Bischheim. Benoît Boutron. Bissheim, messieurs, Bissheim. Attention, voilà, ne confondez pas. Écoute Sébastien. Non, c'est vrai, parce qu'il y a un Bischheim dans le Bas-Rhin et un Bissheim dans le Haut-Rhin. Ah, C'est important. pardonne-moi, Sébastien, tu as bien raison. On dit les Bischheim. Bissheimois alors, les habitants, c'est ça? Bissheim-moi, oui, tout à fait. Les Bissheimois, bah écoute, 0-0 pour l'instant entre Fleury et Bissheim. Un petit peu d'entrain, Benoît, quand même. 0-0 également entre Sannois-Saint-Gratien et Épinal. 0-0 toujours entre Vannes et Saint-Brieuc. Daniel, Jean-Christophe, les habitants de Saint-Brieuc. Briochin. Bravo Daniel, tu vois, je t'avais dit. Mais oui, sûr. Incroyable Daniel. Justement, retournons au hand. Dernier match de préparation avant l'Euro. France-Danemark, Antoine Arlot et donc Daniel Costantini.
Je sais pas s'il y a des briochiens dans la salle ce soir. Il doit y en avoir. Certainement, ils sont partout les briochiens. En tout cas, il reste 2 minutes 30 avant la mi-temps et la France qui mène 15-14 face au Danemark. Et c'est pas forcément la plus grosse période là, de l'équipe de France. Je le disais tout à l'heure, on a changé de gardien parce que Vincent Gérard était quand même en difficulté depuis le début de la rencontre. Il a fait 3 arrêts. Là, c'est pas évident cette rencontre et on voit que les Danois ne se laissent pas faire. Oui, les Danois ne se laissent pas faire, mais notre ami Didier Dinard, le coach français, a changé ses 2 arrières. Donc il y a Tim Nguessan qui a fait une rentrée assez intéressante puisqu'il a marqué 2 buts sur ses 2 premiers tirs. Après c'était un peu moins bien. Et puis il y a par contre Kamel c'est le père. Nedim Rémy, pardon, je veux pas vieillir. Moi je pense toujours au père quand je pense à Rémy. Et ben il a fait de très bonnes choses en attaque en marquant 2 buts et 2 buts qui ne devaient rien à personne, quoi. C'est lui qui est allé les chercher. Alors attention parce que là les Danois ont un ballon pour égaliser. Ils l'ont déjà fait à 13-13. Eh bien non, ils n'ont pas égalisé, tant mieux pour nous. Et la France qui va peut-être pouvoir mettre un 2e but d'avance dans cette rencontre parce qu'il y a 15-14 maintenant, il reste 1 minute 30 avant la mi-temps. 15-14 pour les Bleus face aux Danois et Nedim Rémy effectivement qui avait fait un mondial absolument fabuleux l'année dernière, on s'en souvient, ça a été l'un des hommes forts. Il est en train vraiment de s'imposer dans cette équipe de France, lui qui a une trajectoire assez express. Il était à Créteil il y a quelques années. 2 ans, oui. Paris Saint-Germain maintenant, homme fort l'un des hommes forts du PSG, tout maintenant donc en équipe de France. Nicolas Clerc qui a le ballon, Valentin Porte qui a fait son retour sur le terrain, Nedim Rémy justement, on en parle, qui s'élève et cette fois ça ne rentrera pas. 15-14 pour l'équipe de France, il reste moins d'1 minute dans cette première période. On va rester avec vous messieurs alors. Eh ben pas de problème, il reste 50 secondes et ce sont les Danois maintenant qui ont le ballon sous les yeux d'un certain tiré au meilleur. On le voit sur les écrans géants de cette salle. Hein. Il a du mal à s'éloigner des parquets, des terrains, mais en même temps, on le disait tout à l'heure, il a été célébré chaleureusement tout à l'heure. Il reste 30 secondes et bien sûr les Danois qui font tourner ce ballon, qui gagnent du temps. Les Danois pourquoi pas essayer d'égaliser juste avant la mi-temps et sur ce ballon, même si la défense est précise de la part de Dipanda, exactement. Très bon Dipanda, très très solide en défense. Il s'est fait sortir tout à l'heure une fois pour 2 minutes, mais c'était normal parce que il se donnait quand même beaucoup. Dipanda qui a fait son entrée sur ce terrain tout à l'heure. Effectivement, il reste 5 secondes, il va falloir tirer et c'est dedans. L'égalisation donc des Danois, 15 partout et c'est la mi-temps, vous l'entendez. 15 partout donc à la mi-temps entre la France et le Danemark dans ce dernier match de préparation avant l'Euro. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour suivre évidemment la 2e période entre la France et le Danemark. Et nous, on se retrouve dans quelques instants aussi pour la dernière ligne droite de l'Intégral Sport avec les 32e de finale de la Coupe de France. À tout de suite. RMC Intégral Sport. Si vous avez raté quelque chose, RMC a tout prévu. Tous les shows s'écoutent aussi en podcast sur les applis et sur rmc.fr. RMC en piste pour Pyeongchang. Du 9 au 25 février 2018, toute la Dream Team hiver d'RMC vous emmène en Corée du Sud pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. RMC, radio officielle de l'équipe de France olympique. Quand on vous dit qu'on peut écouter RMC partout, quand on vous dit qu'on peut écouter RMC tout le temps, c'est vrai. RMC s'écoute n'importe où et à n'importe quel moment sur les applis, tablettes et smartphones et sur rmc.fr. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7,32-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, dites un prix. Un prix Lidl, Vous donnez votre mangue. Ma langue au chat. Ah oui, mais ici chez Lidl, demain après-demain, c'est la mangue. Le fruit, patron. Et son prix, 99 centimes les deux. Ah, vous n'auriez jamais deviné, hein. Les 2 mangues pour 99 centimes chez Lidl. Un prix pareil, je l'avais sur le bout de la langue. Oui, c'est ça, oui. Bref, c'est le vrai prix Lidl. Mais ça, vous le saviez déjà, non? Lidl, partenaire officiel du championnat d'Europe de handball 2018. Plus d'informations sur Lidl.fr. 59 centimes la mangue vendue seule, origine Pérou. RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. Bonjour, c'est Éric Brunet. Je prends le contrôle d'RMC tous les jours de 13h à 15h. Ça s'appelle Radio Brunet. Si vous êtes de droite, de gauche, du centre, de nulle part ou d'ailleurs, ce rendez-vous est le vôtre à une condition, que vous ne soyez pas un mouton et que vous pensiez un peu à rebrousse-poil. RMC, #Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. RMC Intégral Sport, Jean-Christophe Drouet. À 17h44, c'est l'Intégral Sport et il se passe énormément de choses et notamment du foot avec les 32e de finale de la Coupe de France. Prenons la direction
de Beauvais pour Senlis Nantes. Aurélien Thiersin. 14 minutes de jeu 0-0 entre les Oisiens, les Rouges de Senlis et les Canaries de Nantes. Ce sont les Canaries qui multiplient les occasions, notamment des frappes d'Iloki, bien captées par le gardien Michael Ferreira, le gardien et capitaine de Senlis. Une autre frappe intéressante d'Emiliano Sala à l'entrée de la surface de réparation. Pour l'instant, une seule incursion oisienne dans la partie de terrain des Nantais. C'est Jeffrey Damour sur le côté droit qui s'est échappé du marquage de Lucas Lima, mais son centre a terminé dans les pieds de Nicolas Palois. Un match pour l'instant dominé donc largement par les Canaries. 0-0 après un petit quart d'heure de jeu ici à Beauvais. Et autant vous dire que pour l'instant c'est du délire pour ces 7 matchs. Il y a 7-0-0 style 3 notamment. Sébastien Ruffet. Ah oui, mais c'est un bon 0-0. 15 minutes de jeu et toujours 0-0 effectivement. Alors on va pas dire que les petits de Régional 3 font jeu égal avec 3, mais pas loin quand même, parce que ça arrive à combiner petit à petit. Voilà, ils sortent les ballons, ils s'affolent pas, ils arrivent à construire, à jouer une touche de balle. Et voilà, on aurait pu s'attendre à ce que les amateurs balancent des ballons devant et puis rendent à chaque fois le ballon aux Troyens. Mais c'est pas le cas. Et du coup, nos amis Troyens, s'ils sont pas un petit peu sérieux dans ce match, ils sont pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Clairement, la deuxième interrogation, c'est est-ce que physiquement, évidemment, les joueurs de style vont être capables de tenir comme ça 90 minutes, parce que pour l'instant, ils sont très près des Troyens à chaque fois. Pour l'instant, toujours 0-0, mais c'est un bon petit match. Sochaux Amiens, Arnaud Valadon. 16 minutes de jeu, 0-0 à Bonal. Attention, ce centre amiénois finalement il ne donnera rien. Les Sochaliens qui dominent. Nouvelle occasion avec une nouvelle fois l'attaquant prêté par l'OL, Aldo Kaloulou, qui a placé sa tête sur un bon centre de Béringuet, sauf que elle était trop croisée sa tentative. Mais voilà, Sochaux qui arrive à dominer cette équipe d'Amiens, pourtant pensionnaire de Ligue 1, et les Sochaliens qui continuent de se procurer des occasions. 3 occasions nettes depuis que l'on a débuté cette rencontre, c'est-à-dire depuis un quart d'heure. Et voilà, franchement il faut plaisir ces Sochaliens. Bonal qui est loin d'être comble, puisqu'il y a que la moitié du stade, l'anneau inférieur qui est ouvert, donc on est aux alentours de 5-6 000 personnes pour assister à cette rencontre donc de Coupe de France. 0-0 entre Sochaux et Amiens, 17 minutes dans première période. Dunkerque-Metz, Jean Baumel. 7 minutes de jeu, 0-0, on a vu enfin une frappe cadrée et une frappe dunkerquoise, celle de Zakaria Grish, qui a poussé Kawashima à faire un bon arrêt. Et là on a un coup franc intéressant là pour les Messins, qui va être tiré par Thomas Dosevi à environ 30 bons mètres de la cage de Ligali, Jonathan Ligali. Le mur qui est un mini-mur, un joueur dunkerquois formé donc est placé à distance réglementaire par Stéphane Jochem, l'arbitre de la rencontre. Est-ce que Thomas Dosevi va la mettre dans le paquet ou directement? Ça sera dans le paquet. Déviation de la tête et ça passe tout juste à côté du poteau gauche de la cage dunkerquoise de Jonathan Ligali. Oh, quelle occasion pour Steel! Oh, quelle occasion énorme pour le FC Steel! Après une construction de jeu absolument extraordinaire à une touche de balle. Maisonneuve qui trouve Heiligenstein au point de pénalty. Il frappe le plat du pied en première. Attention, ça vient juste à côté du but gardé par Zelazny. La première très grosse occasion de ce Steel 3. Elle est pour les petits Alsaciens, toujours 0-0 après 17 minutes. Et puis on a vu 2 joueurs de Steel au sol, à terre, parce qu'ils imaginaient le but. Ah mais tout le monde l'a vu au fond, il est seul pratiquement au point de pénalty. Il ouvre son plat du pied, le gardien a été battu, ça passe juste à côté. Mais quelle action! Si il y a des gens qui ont l'occasion de pouvoir revoir l'action depuis le début, comme ça s'est déployé, développé de la droite vers la gauche à une touche de balle, c'était absolument magnifique. Mais malheureusement c'était pas au fond, et ça fait donc toujours 0-0 entre Steel et 3. Le Barça est en train de jouer également. On approche du quart d'heure du dernier quart d'heure, pardonne-moi Benoît. Ouais. Et le Barça qui va normalement s'imposer assez facilement. Ouais, le Barça qui gère 2-0 pour les Barcelonais face à Levante. Des buts signés Messi et Suarez. Ousmane Dembélé leur a joué 1 heure. Il est sorti au bout de 64 minutes. Un bon match de sa part. Il a failli marquer. Oui. Il n'a pas réussi malheureusement pour lui, mais le Barça réalise l'essentiel et reprend 9 points d'avance en Liga sur l'Atlético Madrid. On suivra le Real Madrid ce soir à 21h. Et juste un mot de Coupe de France. Ouverture du score à Sannois-Saint-Gratien pour Épinal. C'est Épinal qui mène donc 1-0 après 18 minutes de jeu. Et bien voilà le premier but de cette fin d'après-midi. Senlis Nantes, Aurélien Thiersin. 18 minutes de jeu, 0-0 entre l'équipe de l'Oise en National 3 et le FC Nantes, évidemment équipe de Ligue 1. Ce sont les Nantais qui se créent les meilleures occasions pour le moment. Une frappe de Salah notamment au-dessus des cages, et de Diego Carlos également qui a tenté sa chance à plus de 25 mètres. Là encore c'est Emiliano Sala, l'Argentin,
qui va décaler Julie Loki sur le côté droit de la surface de réparation. Le centre est contré et à chaque fois que c'est dur de se dégager pour les rouges de Senlis parce que le vent est très fort et il est surtout contre eux. Et donc par exemple tout à l'heure on a vu un dégagement de Michael Ferreira, le gardien de Senlis, terminé en touche quasiment à côté de sa surface de réparation. Le déficit de puissance physique des joueurs de National 3 se fait sentir et c'est encore plus difficile avec ce gros vent qui est face à eux et qui les empêche de dégager correctement. 0-0 donc entre Senlis et le FC Nantes après 19 minutes. Style 3, Sébastien Ruffet. Oui, après vérification, c'est Alexandre Heitz qui a loupé ce face à face. Le corner pour les Troyens, toujours 0-0. Il est pas mal tiré, ça va être repoussé de la tête par Lacroix et les Stylois qui vont vite ressortir de leur surface de réparation. Toujours 0-0. On approche maintenant de la 20e minute et je vous disais que les joueurs de Style faisaient mieux que le boulot depuis le début. Les joueurs de Régional 3, ce sont eux qui ont eu cette occasion absolument énorme. Le centre de Benjamin Nivet, ça va être repoussé de la tête. Attention, il faut se débarrasser de ce ballon maintenant. Les Stylois, c'est pas fini. Ça va revenir sur le côté droit pour Pelé maintenant, qui va pouvoir peut-être ajuster son sort. Non, il préfère crocheter et revenir sur son pied gauche. Et ça va être repoussé par la défense des Alsaciens. Toujours, on arrive à la 20e minute et toujours 0-0 entre Style et 3. J'ai entendu la douce voix de Paul Lafitte pour Toulouse. Oui, la deuxième mi-temps qui est repartie, Jean-Christophe, depuis un petit peu moins de 4 minutes et une première très très nette occasion pour le Stade Toulousain sur un ballon de relance de Chelsea Colby, lui d'habitude arrière, ailier du Stade Toulousain, qui joue ce soir avec le numéro 15 dans le dos, qui récupère un ballon dans ses 22, qui met les cannes, qui déchire le rideau défensif palois, qui trouve à hauteur du soutien, mais sur le ballon qui a rebondi, et bien dans les 22 de la section paloise, il y a eu un en avant et le ballon a donc été rendu fort logiquement à la section paloise. Le score est toujours de 11-3 en faveur des Bernais, mais on sent que les trois quarts toulousains ont des fourmis dans les jambes. On l'avait vu avec Antoine Dupont en milieu de première mi-temps et en toute fin de première mi-temps, même si l'essai n'avait pas été validé. Donc les Toulousains qui vont envoyer du jeu, c'est certain, pour revenir dans cette partie. Tout l'instant, 8 points d'avance pour les hommes de Simon Mannix. On joue seulement depuis 4 petites minutes en deuxième mi-temps. Sochaux-Amiens, Arnaud Valadon. 22 minutes de jeu, 0-0 entre Sochaux et Amiens, et toujours les Sochaliens qui ont le ballon, qui se tentent de créer des situations. Des Aminois qui reculent. Attention, ce bon ballon pour Jean Fuchs qui déboule sur le côté droit, mais il n'arrive pas à passer Bakaïdi Bassi, le défenseur aminois, qui va essayer de se dégager derrière, un peu dans la difficulté. Sinon c'est Mathieu Bonnemer qui envoie une longue chandelle, et alors le public de Bonal qui alterne entre encouragement pour son équipe et puis également des invectives sur la direction. On rappelle que les supporters sochaliens 300 à 400 ont manifesté avant le match pour demander un départ de l'actionnaire et l'arrivée donc d'un nouveau repreneur. Attention avec cette action, mais il est un petit peu tout seul, le latéral gauche sochalien, c'est Jason Pendant, et finalement on va perdre le ballon côté sochalien. 0-0 à Bonal entre Sochaux et Amiens. On joue depuis 22 minutes. Dunkerque-Metz, Jean Baumel. Bientôt la 22e, toujours 0-0, mais Metz qui commence à accélérer, et là il se procure un corner, le deuxième de la partie. Thomas de Séville, à mon avis, pour le tirer de la gauche vers la droite. Quand on regarde la cage de Ligalis, c'est rentrant, le ballon qui est boxé par le gardien dunkerquois. Ils vont essayer de se dégager là, les joueurs de Didier Santilli, voilà, qui est fait avec ce ballon qui est contré d'ailleurs par la cuisse de Renaud Coad, le milieu de terrain messin des Dunkerquois, qui vont pouvoir essayer de se dégager, parce que comme je vous le disais, Metz, l'équipe de Ligue 1 commence à prendre la mainmise sur cette rencontre, même si ils n'ont pas encore vraiment inquiété le gardien dunkerquois. Là c'était bien sûr sur corner, mais c'était pas un ballon qui allait rentrer. En tout cas, l'occasion la plus nette, c'était pour Dunkerque en début de partie, avec Zakaria Griche et la parade donc de Kawashima, le gardien messin, et les Messins qui repartent avec le ballon en défense. Ils sont déjà dans le camp des Dunkerquois avec Renaud Coad pour De Séville qui se retourne. Y a-t-il faute? Non, l'arbitre ne dit rien, et peut-être la contre-attaque là des Dunkerquois, le ballon qui est contré, et ça sera même une touche pour le FC Metz. Pour l'instant 0-0 donc ici au stade de Marcel Tribu entre Dunkerque et Metz. 23 minutes de jeu. Et dans quelques instants, ne manquez pas, à partir de 18h, Christophe Cessieux pour Total Sport, avec un programme formidable. Christophe Cessieux qui va nous rejoindre dans quelques instants dans ce studio. Allez, petit tour des stades, 32e de finale de la Coupe de France, Senlis Nantes, Aurélien Thiersin. 22 minutes de jeu, 0-0 entre les Oisiens et les Canaries du FC Nantes. Et là, Julien Devipard, le joueur qui revient pour une petite pige, lui qui est devenu paysagiste dans le Var, qui est revenu exprès pour ce match du côté de Senlis, qui se tient pour l'instant le genou, me semble-t-il, dans sa surface de réparation. Et le but socialien
l'ouverture du score Sochalienne avec la réussite. Et finalement, celui qui touche le ballon en dernier, c'est le défenseur central Ruiz, après une tentative de Thomas Robinet déviée par un défenseur amiénois. Le ballon qui erre comme ça dans la surface de but, devant la surface de but de Jean-Christophe Douboué. Et finalement, pour dévier et propulser ce ballon au fond des filets, eh bien c'est Jean-Robert Ruiz, le défenseur sochalien, qui ouvre le score. Et c'est fort logique, Sochaux qui mène 1-0 à Bonal face à Amiens. On joue depuis 25 minutes. Sans Nantes, Aurélien Tiersin, donne-nous des nouvelles de notre ami paysagiste. Bon, à la priori, ça s'annonce pas bien. On voit Lucas Fourneau, le défenseur central, sur le banc qui s'échauffe. Il a l'air de souffrir. Julien de Vipar, il y a les soigneurs autour de lui, donc on va vous donner des nouvelles de lui dans quelques minutes. Mais donc 23 minutes de jeu entre Senlis et Nantes, toujours 0-0 malgré la grosse domination des Nantais qui n'arrivent pour l'instant pas à cadrer leur frappe. Style 3, Sébastien Ruffet. On arrive à la 24e minute et toujours 0-0 entre ces deux équipes. On rappelle que les Troyens sont quand même privés de Yu Jun-suk et Adamanian qui sont suspendus, et ça manque un petit peu offensivement. On sent Grand Cyr qui fait pas mal d'appels, qui tente de jouer sur sa vitesse, parce qu'évidemment il va un petit peu plus vite, un tout petit peu plus vite que les défenseurs de style, mais ils sont malins. C'est quand même des mecs qui connaissent le foot. Je pense à Lacroix par exemple, là qu'on vient de voir là, il a 36 ans, il a joué toute sa vie en DH, donc il connaît un petit peu le foot, il se fait pas avoir, il est bien placé à chaque fois. Pour l'instant les tacles sont justes, le placement est juste, et ce qui fait bien que ces Troyens sont à la peine. Ils ont le ballon mais ils savent pas trop quoi en faire, et l'action, la plus grosse action du match, elle a été pour Steele tout à l'heure, après un gros quart d'heure de jeu, et cette occasion pour Heitz qui s'est retrouvé seul face au gardien et qui l'a mise à côté. Donc attention les Troyens, on n'est pas à l'abri, je vous le dis moi messieurs, d'une surprise en Alsace cet après-midi. 25 minutes et 0-0 toujours entre Steele et Troyes. Les paris sont lancés. Dunkerque-Metz, Jean Baumel. Et le troisième corner qui ne donne rien pour les Messins. 25 minutes de jeu, 0-0, et ça s'accentue à la domination de l'équipe de Ligue 1, l'équipe de Frédéric Hans, le FC Metz, et ça glisse pas mal, notamment les conditions de jeu sont pas évidentes pour les deux formations. Il y a un peu de vent et la pelouse est très glissante ici à Marcel Tribu à Dunkerque. Donc des fois c'est vrai que il y a des accélérations qui sont difficiles à faire, notamment pour les attaquants, pour essayer de transpercer les défenses, parce que sincèrement ça glisse pas mal. Le ballon qui est sorti là en faveur des Dunkerquois qui n'ont plus joué dans le camp messin depuis plusieurs minutes. Ils vont essayer d'accélérer la côté droit avec cette balle dans les pieds de Boudot. Le ballon qui est toujours Dunkerquois, mais on n'arrive pas, et on le perd d'ailleurs de la part des nordistes. La relance est ratée du côté messin. Pour l'instant 0-0 donc ici à Stade Marcel Tribu entre Dunkerque et Metz. 0-0. Encore une occasion énorme pour le FC Steel, encore une occasion avec le débordement de Maisonneuve sur le côté gauche, et maintenant c'est Grand Cyr, attention parce que de l'autre côté Grand Cyr qui part en contre, Grand Cyr face à Schwab, il tape à côté, ce sera dans le petit filet extérieur pour Grand Cyr alors qu'il avait le côté gauche ouvert. Il a choisi le petit côté, c'est à côté où en l'espace de 20 secondes il s'est passé des choses, puisque côté Steel, je vous le disais, Maisonneuve va se centrer au deuxième poteau, le défenseur qui a mal dégagé, Huck qui contrôle, et ça a été contré 2 fois me semble-t-il par des défenseurs troyens qui ont eu beaucoup de mal à se dégager avant ce contre de Grand Cyr qui était mal négocié. Ça s'est agité, mais on en reste toujours à 0-0 ici entre Steel et Troyes après 27 minutes. Direction Vincennes maintenant pour le récap course avec Frédéric Zarmati. Salut Frédéric. Bonsoir à tous. Le Quintet aujourd'hui se disputait sur l'hippodrome de Vincennes. Il y avait un emportant le numéro 10 Diadora BR. Et c'est le 4 Attacus qui est venu dans les dernières battues ajuster le grand favori d'épreuve. Le numéro 9 Afghan Barbet qui était parti pour la gloire, semble-t-il, à l'entrée de la ligne droite, mais qui s'est fait rejoindre sur le fil. 3e place pour le numéro 5 Vénus de Bailly. 4e le 7 Unero Montaval. Et la 5e place pour le numéro 8 Cobra Bleu. 4, 9, 5, 7 et 8. 35 857,20 € dans l'ordre exact d'arrivée. Demain, on va de nouveau trotter sur l'hippodrome de Vincennes avec là une épreuve très difficile à déchiffrer avec des femelles. Elles sont 18 au départ. Le numéro 9, Bilfi de Guèze, semble avoir été préparé par le très habile Jean-Michel Bazir pour cette épreuve. Je vous propose également de faire grand cas du numéro 16, Barbu, et pourquoi pas du numéro 18, Athéna Desravaux, qui n'a pas été déféré depuis un long moment. Et puis, comme d'habitude, pour des infos complémentaires, rendez-vous sur le site d'rmcsport.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. À 17h57, c'est l'Intégral Sport. Enfin plutôt, c'était l'Intégral Sport, car tout de suite un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.
Total Sport avec Christophe Cessieux qui vient tout juste de nous rejoindre. Bonsoir Christophe. Salut Jean-Christophe et Olivier Giraud, faut pas l'oublier quand même. C'est lui le patron. Non mais t'as vu en début d'année, je suis juste à côté de lui, il m'a même pas vu. Non mais en fait il a un œil de verre sur la droite, il voit pas sur le côté droit. Olivier, en plus on s'était présenté les vœux, c'est ça? Oui, on s'est souhaité les vœux, puis depuis ça y est, tu m'as oublié. Ah bah moi 2018 j'ai changé. J'ai pris un teston incroyable. Ouais, depuis qu'il a fêté, t'as fêté les rois quand même aujourd'hui. Ça va, tout va bien, t'as mangé la galette. Oui. T'as intérêt parce que là ça va envoyer du gros, ça va envoyer du lourd jusqu'à 20h. Total Sport avec tous nos invités, le débrief sportif du week-end. Nous serons avec tous les gens qui ont fait l'actualité ce week-end, la Coupe de France évidemment, le direct. On va également revenir sur les premières déclarations de Guy Novès. On va s'intéresser à la situation géopolitique en Corée du Sud. Et oui, on est des génies, nous, vous le savez, dans Total Sport. Et puis évidemment nos invités, notamment le capitaine de l'équipe de France de hand, l'équipe de France qui joue face au Danemark. Cédric Sorando sera avec nous dans quelques minutes, juste après le match. Il est où Olivier? RMC, 18h-20h, Total Sport. Valérie Pécresse, présidente du Conseil Général d'Île-de-France face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Valérie Pécresse. RMC Bourdin Direct, 6h-10h. Avec RMC et le Festival Automobile International, remportez une voiture d'une valeur de 30 000 €. Jusqu'au 21 janvier, élisez sur rmc.fr la plus belle voiture de l'année 2017 et tentez de gagner une voiture de la marque lauréate. Plus d'infos sur rmc.fr. La 33e édition du Festival Automobile International à Paris, un événement avec RMC. Tout le monde est rentré de vacances, mais on part à la montagne quand même pour savoir le temps qu'il y fera demain avec Stéphane Jobert. C'est la météo des montagnes. Et avec des chutes de neige attendues demain sur les Alpes des 1800 mètres, le ciel restera couvert toute la journée. Ce sera d'ailleurs le cas à la Clusaz où des équipements spéciaux sont obligatoires pour rejoindre la station. Notez que le col des Aravis est ouvert. À Tignes, la neige est fraîche et 70% des pistes ouvertes. À Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, les pistes sont quasiment toutes accessibles avec de la neige douce. Les dernières chutes datent de 3 jours. Sur le massif central, le ciel reste couvert avec de la pluie et c'est la semaine Famille Plus qui débute demain dans la station du Mont d'Or, avec 16 pistes sur 30 qui sont accessibles. C'est dans les Pyrénées que vous trouverez un ciel dégagé avec de la neige qui est tombée aujourd'hui. Vous devriez donc bénéficier de bonnes conditions pour descendre les pistes demain. Vous irez peut-être dans la station de Pégarude, située à cheval entre les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. La neige y sera toute fraîche sur les 60 km de piste et les routes seront dégagées pour vous y rendre. RMC. Dans un instant, Total Sport jusqu'à 20h avec Olivier Giraud et tous nos invités et tous nos lives, notamment les 32e de finale de la Coupe de France. Auparavant, il est 18h, c'est l'heure des infos sur RMC. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Les infos, c'est avec Arthur Delaborde. Bonsoir Arthur. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. On irait dormir dans le paradis blanc. Elle a rejoint le paradis blanc, c'est ce que dit le communiqué annonçant sa mort. Disparition ce dimanche matin d'une immense star de la chanson française. France Gall s'est éteinte à l'âge de 70 ans. Elle luttait contre un cancer et a été hospitalisée à l'hôpital américain de Neuilly où des fans comme de Nice se sont spontanément réunis. Je suis très peiné d'avoir appris la mort de France Gall. C'était quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui a perdu sa fille, qui a perdu son mari. Et tout le monde se souvient des sucettes à la Nice, Sacré Charlemagne et tout ça. Excusez-moi, c'est la loi des séries. Après Johnny Hallyday, maintenant c'est France Gall qui s'en va. Et si Johnny Hallyday fut pour bien des Français cette figure de grand frère protecteur, France Gall fut assurément leur éternelle petite sœur dont la fragilité radieuse a accompagné des générations. Réaction du président Emmanuel Macron, vedette yéyé dans les années 60 jusqu'à l'incarnation de la musique populaire dans sa grande période avec Michel Berger dans les années 80. Comment Isabelle Gall, de son vrai nom, est-elle devenue France Gall? Explication du spécialiste de la chanson française Fabien Lecoeur. Quand elle a commencé, en 1963, il y avait déjà une chanteuse au sein de la même maison de disques qui s'appelait Isabelle Aubray. Le patron de la maison de disques, directeur artistique Denis Bourgeois, ne voulait pas qu'il y ait deux Isabelle dans la même maison de disques. Donc on a demandé à ce moment-là à Robert Gall de changer de prénom. Et comme ils étaient tous deux fans de rugby, Denis Bourgeois et Robert Gall, et qu'il ne manquait jamais un match France-Gall, évidemment, ils ont eu, dans une soirée très arrosée, l'idée de la rebaptiser France.
Et nous reviendrons évidemment sur la disparition de France Gall dans nos prochaines éditions. Jean-Pierre Pasqualini, directeur des programmes de la chaîne Mélodie, sera notamment l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain matin à 6h40 sur RMC et RMC Découverte. L'actualité, c'est aussi l'hommage sobre rendu par Emmanuel Macron aux victimes des attentats de janvier 2015. 12 morts à Charlie Hebdo le 7 janvier, une policière tuée à Montrouge le lendemain et 4 otages abattus dans l'hypercachère le 9 janvier. Des attaques marquant le début de la vague terroriste qui a fait 241 victimes en France. Garde à vue prolongée pour le père du petit Tizio qui avait enlevé son fils avant-hier soir à l'hôpital Purpan de Toulouse. Garde à vue prolongée également pour l'oncle du nourrisson de 2 mois, entendu lui pour complicité. Les 2 hommes devraient être présentés à un juge demain après-midi. L'enfant retrouvé hier soir à Belcaire dans l'Aude va bien. Il bénéficie des soins les plus attentifs, précise le CHU de Toulouse. Et puis 13 départements en vigilance orange. Toujours les conséquences de la tempête Eleanor qui a fait 5 morts et 3 disparus ces derniers jours. Risque d'inondation des Ardennes jusqu'au Jura. Même chose dans l'Aveyron. Vigilance orage et inondations dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Enfin, alerte avalanche dans les Hautes-Alpes et la Savoie. RMC 18h03, Total Sport avec Olivier Giraud et Christophe Cessieux. Jusqu'à 20h, effectivement, le débrief du week-end sportif. Week-end qui n'est pas tout à fait terminé puisque vous le savez, les 32e de finale de la Coupe de France se poursuivent. Y aura-t-il d'autres surprises après les qualifications de Granville? Eh bien, on voit ça avec nos envoyés spéciaux dans un instant. Et puis tous nos invités jusqu'à 20h. On va parler de rugby, de foot, de ski, de biathlon et de toute l'actualité sportive. À tout de suite. RMC. L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou appelez votre médecin traitant si nécessaire. Contactez le 15 en cas d'urgence uniquement. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. À l'occasion de la sortie au cinéma du film Downsizing avec Matt Damon et Christophe Waltz. Dans le petit monde, il y a un tas de choses à voir. RMC vous envoie en Norvège. Waouh, c'est vraiment dingue. Pour gagner votre séjour, envoyez tout de suite CINE par SMS au 732-16. Downsizing, la comédie qui fait voir la vie en grand. Au cinéma le 10 janvier avec RMC. Mardi et mercredi sur RMC, quart de finale de la Coupe de la Ligue de football. Tous les matchs en live. La Coupe de la Ligue de football, c'est sur RMC. RMC Total Sport, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. Bonsoir à tous, c'est Total Sport jusqu'à 20h avec un Olivier Giraud des grands soirs. J'espère que tu es aussi en forme, autant en forme que ce matin. Hein, écoute, tout le monde était en forme en ce début d'année. Hein. Ouais, on s'est régalé ce matin dans les grandes gueules du sport. Terrible. On espère qu'il en sera de même ce soir jusqu'à 20h. Dans Total Sport ce soir, nous allons une fois de plus revenir sur tous les événements sportifs du week-end. Week-end qui n'est pas terminé, je le disais, loin de là avec la suite des 32e de finale de la Coupe de France, Dame Coupe et notamment le match choc ce soir entre Rennes et le PSG dont nous parlerons dans une heure avec Loïc Braille, les 32e de finale qui ont enfin vu Olivier, une première surprise cet après-midi avec la qualification de Granville, club de National 2 qui a sorti les Girondins de Bordeaux, c'est pas rien. Hein. Ouais, et tu aimes ça, les petites équipes, on en reparlera de ce petit poussé avec son buteur, le jeune avant-centre Sullivan Martinet qui vient d'arriver en Normandie après avoir débuté sa carrière chez les pros de l'En Avant Guingamp. Nous reviendrons également sur le tournoi de la Golden League, hein. Ça se passe à Bercy en ce moment et on espère la victoire française qui est opposée au Danemark. C'est très serré en tous les cas, eh ben, il sera là, le grand capitaine, même si on le connaît un peu moins que les autres, mais il est le capitaine avec un palmarès, on colle le bras. Ouais, mais non, c'est toi qui ne le connais pas. Et oui, on aura Cédric Sorrento, le nouveau capitaine de l'équipe de France, pièce maîtresse, l'un des meilleurs défenseurs du monde, joueur de Barcelone, et aujourd'hui nouveau capitaine des Bleus. Il est l'un d'ailleurs, je crois, des capitaines du Barça. Ils sont 2 ou 3 à occuper le rôle. La foule des grands jours attendue demain à Marcoussis, Olivier, pour la prise de fonction de Jacques Brunel et de son staff. Et pendant ce temps-là, bien son prédécesseur Guy Novès s'est exprimé pour la première fois dans la presse ce matin. Nous y reviendrons avec Laurent Depré. Oui, on a parlé de plein de choses, mais on s'attendait pas à ça. Un entraîneur anglais va prêter main forte au 15 de France. Il se nomme Rory Tigg. Il est le nouveau manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Comme tous les entraîneurs du top 14, il sera présent demain à Marcoussis et il sera avec nous ce soir dans Total Sport. Exactement. Enfin, on s'intéressera aux Jeux de Pyeongchang qui approchent à grands pas. C'est dans un mois maintenant. Avec de bonnes nouvelles concernant notamment la situation géopolitique. Kim Jong-un a fait un
pas vers le monde, et on en parlera avec Mélanie Ferreira. Voilà donc pour le menu. Tout de suite, c'est l'heure du Flash Sport, 18h07, on est même en retard. Benoît Boutron, salut Benoît. Salut Christophe, salut Olivier, salut à tous. Les 32e de finale de la Coupe de France et Sochaux qui se balade contre Amiens, Arnaud Valadon. 3-0 désormais pour les Sochaliens. On joue depuis 38 minutes. C'est Meïté après une très belle action qui a mis le but du 2-0. Et là, c'est Kaloulou, l'attaquant prêté par l'Olympique Lyonnais, qui vient corser l'addition pour les pensionnaires de Ligue 1 Amiens. 3-0 désormais alors qu'il reste 7 minutes à jouer en première mi-temps. Et tout va bien pour Nantes à Senlis, Aurélien Tiersin. Effectivement, 2 buts à la 37e, à la 27e minute d'abord et ensuite à la 35e. Une frappe de Bamou d'abord suite à un cafouillage après un corner et un coup franc magistral de Valentin Rongier. Ça fait 2-0. Senlis, on le sentait venir, à craquer. Ça fait donc 2-0 pour les Canaries à 7 minutes de la fin de la première période. Et style, le petit poussé s'accroche face à 3, Sébastien Ruffet. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et oui, il s'accroche toujours 0-0 entre les deux équipes. Dunkerque-Metz, Jean Baumel. 0-0, il reste 7 minutes. À noter que Dunkerque a perdu son capitaine sur blessure à la 32e minute et que Metz domine et gâche beaucoup d'occasions, notamment Nian tout à l'heure qui a raté l'immanquable. 0-0 donc entre l'équipe de National Dunkerque et l'équipe de Ligue 1 Metz à 7 minutes de la mi-temps. Dans les autres matchs, Épinal mène 1-0 sur la pelouse de Sanois-Saint-Gratien, 0-0 entre Fleury-Mérogis et Bissheim, et même score entre Vannes et Saint-Brieuc. Je vous rappelle les qualifications de Granville, Marseille, Strasbourg, Saint-Etienne et Lorient pour les 16e de finale. Le rugby avec la 15e journée du top 14 et la rencontre en cours entre Pau et Toulouse, Paul Lafitte. Oui Benoît, et le Stade Toulousain qui est revenu sur les talons de la section paloise. Les Béarnais menaient 11-3, mais un essai de MJ Kevou transformé par Jean-Marc Doussin ramène les Rouges et Noirs du Gomola à un petit point, 11-10. Il reste 18 minutes à jouer ici avant la fin de cette rencontre au Stade du Hameau. Un match très équilibré en handball, c'est France-Danemark à l'Accor Hotel Arena, Antoine Arlot. Il reste 20 minutes de jeu dans cette rencontre et l'équipe de France qui mène d'un petit but 21-20 face au Danemark. En biathlon, je vous rappelle la victoire des Françaises sur le relais féminin à Oberhof et puis le ski alpin avec la victoire de Marcel Hirscher sur le slalom d'Adelboden, 5e place pour Alexis Pinturo. Christophe. Merci beaucoup Benoît, on se retrouve dans une petite demi-heure et on va vivre les directs parce qu'ils sont très nombreux ce soir Olivier. On va notamment s'intéresser à la Coupe de France dans quelques instants, mais tout d'abord honneur au hand évidemment, l'équipe de France. Tu étais à Bercy à l'Accor Hotel Arena tout à l'heure avec une ambiance de folie pour cette finale qui oppose la France au Danemark. C'est ce qui se fait de mieux en matière de hand en ce moment. Le champion olympique tout simplement, les Danois qui avaient battu l'équipe de France et assez largement, et bien sûr les champions du monde en titre, les Français. C'est ce qui se fait de mieux et il n'y a pas vraiment de matchs amicaux, ça devient vraiment comme au rugby, ce sont vraiment de test matchs entre ces deux équipes. Juste avant, on veut toujours dominer son adversaire principal. Et oui, on rappelle que l'Euro débute vendredi prochain. On est à Bercy avec justement Antoine Arlot et notre maître à tous, Daniel Costantini. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et bonne année à tous les deux. Oui, à l'occasion. Bah oui, tant ça qu'à peut faire. Toujours servir, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Bon, Daniel, cette équipe de France, enfin match très solide des deux côtés évidemment. Les Danois, c'est pas la moitié d'une équipe, c'est sans doute les adversaires les plus redoutables de l'équipe de France. Difficile de dire qui va s'imposer ce soir. Oui, non, et ça se passe plutôt bien en ce moment pour les Français parce que Nicolas Karabatic, qu'on avait vu très très brillant au poste d'arrière gauche en première mi-temps, joue maintenant au poste de demi-centre et là ils viennent tout simplement de faire disqualifier des passeurs Mensa Larsen du Danemark et il va obtenir un jet de 7 mètres, donc c'est tout bon pour nous. On va prendre 2 buts d'avance, le public se réveille. Parce que Christophe, tu disais qu'il y avait une grosse ambiance. Oui, il y a du monde, il y a des jolis drapeaux, mais ça manquait un petit peu de soutien en fonction des actions. Et là, ça arrive. Tu veux dire qu'il n'y a que des VIP, comme c'était le cas au Stade de France à un moment donné pour l'équipe de France de rugby avant qu'elle se mette à perdre? Non, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que c'est pas un public spécifiquement handball et il sait pas trop quand c'est qu'il faut qu'il pousse et voilà. Mais il va apprendre. Et Quentin Mahé qui va peut-être inscrire justement ce jet de 7 mètres. Quentin Mahé, ça passe 2 buts d'avance donc pour l'équipe de France. Il reste 18 minutes de jeu dans cette rencontre et 22 donc à 20 pour les Français face aux Danois. Daniel, Antoine, on a vu une action symptomatique importante pour les Français. On était inquiet sur la préparation avec l'absence de beaucoup d'arrière gauche et on a vu un tir surpuissant de Timothée Nguessan qui nous laisse nous dire qu'on a peut-être trouvé l'arrière gauche qui sera efficace. Exactement, c'est vrai que Tim Nguessan était un peu timide depuis le début de cette Golden League, il était un peu timide au début du match contre le Danemark, mais là il se lâche et avec Nicolas Karabatic demi-centre, c'est toujours un peu plus facile pour les arrières de se mettre en valeur.
Pas content Nicolas Karabatic, là, il s'est retourné vers c'était un ralenti de l'action précédente qui a vu donc le joueur danois expulsé. Quand il se retourne comme ça, l'air mauvais, il vaut mieux pas faire trop le malin quand même. Donc 23-20 désormais pour l'équipe de France. Tout va bien pour les Bleus. Il reste combien de temps dans ce match, Antoine? 17 minutes. 17 minutes de jeu, 23 donc à 20 pour l'équipe de France, parce que Quentin Mahé vient d'inscrire un but dans un but vide, puisque les Danois sont réduits à 6, puisque c'est Mensah qui a pris un 2 minutes à l'instant. Très bien, on revient vous voir dans quelques instants, messieurs, pour la suite de ce match. Et on le rappelle, tout à l'heure, Cédric Sorindo sera avec nous, le capitaine de l'équipe de France, à 5 jours maintenant de l'ouverture. Et l'ouverture de de score pour les Messins, avec un gros cafouillage, et c'est Nian qui ouvre le score pour le FC Metz face à Dunkerque. Il poussait les Messins, ça faisait un petit moment que c'était chaud dans la surface de réparation des nordistes, et cette fois ça finit par craquer. Il y a eu plusieurs frappes, tout dire, le gardien il a fait des parades assez impressionnantes, en plus la complexité du vent, bref, ça tournait pas rond pour les Dunkerquois. Ils prennent un but à 1 minute 30 de la mi-temps, c'est pas toujours le bon moment. En tout cas, l'équipe de Ligue 1 fait le plus dur, et c'est un peu logique sur ce qu'on a vu pour l'instant. Metz donc qui mène 1-0, but à confirmer, mais je pense bien que c'est Nian, le numéro 7 messin, qui a donc marqué pour l'instant ce but qui met un petit pied en 16e de finale. En gros, c'est pas sur toi qu'on peut compter pour avoir une surprise, en gros, Jean Baumel. Hasbrook, ça a tenu quand même. Oui, ça a tenu, mais il n'y a pas de surprise au bout, quoi. Je suis désolé. 5 divisions d'écart, je suis désolé. Je pense que la surprise peut venir d'Alsace. Sébastien Ruffet avec ce club de style qu'on connaît pas vraiment. Ah non, on connaît pas vraiment. Régional 3, c'est ça, Sébastien? Régional 3. Ça nous fait quoi comme division, ça? Ça fait 8. Ah, ça fait 8. Quand même. Ah oui, quand même. Il y a un petit écart sur le papier, 1800 habitants, style pour savoir. Ici, on est à Molsheim, on est délocalisé à Molsheim, 2300 spectateurs. Ouais, là, c'est la grande ville, quoi, c'est la métropole. Ça, en fait, il y a plus de spectateurs que d'habitants au village habituellement, donc voilà, vous voyez un petit peu tout l'engouement qu'il peut y avoir ici en Alsace autour de cette rencontre, et ils font mieux que résister à ces joueurs de style. À 0-0 dans 30 secondes, on sera à la mi-temps, et la plus grosse occasion, les deux plus grosses occasions, pratiquement, elles ont été pour style, puisqu'il y a eu un face-à-face tout à l'heure qui avait été manqué en début de match, même si de l'autre côté, Tarbion a également eu son face-à-face manqué, mais finalement ce 0-0 il est justifié, et il faut voir comme ça joue. Christophe, c'est incroyable, ils sont sereins derrière, ils relancent à une touche de balle, c'est propre, on s'affole pas, c'est assez incroyable. Il y a certainement pas, en tout cas sur le terrain, cette division d'écart. C'est quand même dingue, ça. Ouais, c'est incroyable. D'arriver le temps d'un match, le temps de 90 minutes à rivaliser avec un club qui est 7 divisions au-dessus. Et alors 7 divisions au-dessus et tout un monde, parce que d'un côté on a des amateurs pur beurre, enfin je sais pas, on dit pas pur beurre en Alsace, mais c'est plus en Bretagne, c'est de l'autre côté, on peut le dire aussi. Non, on met aussi beaucoup de beurre en Alsace, je te rassure. Sébastien, ce sont des joueurs qui ont tous un métier, qui jouent de temps en temps, qui s'entraînent. Même Benoît Boutron joue dans des divisions supérieures quand même. Non, à l'époque, oui. À l'époque, oui, dans le temps. Ouais, dans le temps. Non, mais il faut savoir qu'il y a quand même 2-3 joueurs dans l'eau. Je pense à Alexandre Maisonneuve, le capitaine, qui est un joueur assez extraordinaire. L'Alsace du foot le connaît bien. Et pour ceux qui regardent le match en ce moment, peut-être à la télé, la France du foot est en train de découvrir. Il a un pied gauche incroyable et il fait un petit peu ce qu'il veut. Et j'ai envie de dire, franchement, ce joueur, c'est la plaque tournante de style, et voilà, il aurait sa place dans l'équipe en face ce soir, clairement, parce que les Troyens, c'est pas qu'il y a de la suffisance, c'est qu'ils trouvent pas les solutions, tout simplement. Les Stylois sont juste intelligents dans tout ce qu'ils font. Ils sont bien en place, ils sont solidaires. Sébastien Bischoff, le coach, avait dit, tiens, si on peut arriver à la mi-temps avec peut-être un petit but de retard encore pour maintenir le truc, et voilà, 0-0 à la mi-temps. Ils sont dans leur plan, ils sont capables de faire quelque chose en contre, ils ont des solutions, ils ont un ou deux joueurs qui peuvent provoquer le déclic. Allez savoir si la surprise est effectivement la grosse, parce que c'est quand même une grosse cote quand même là. Là, cette division d'écart. Si là ça passe, c'est quand même énorme. Christophe Payet nous disait non, il n'y a aucune chance, je crois, la cote. Benoît, tu vas nous trouver ça, la cote avant le début du match. Ça va être au moins 8,50. En tout cas, le meilleur joueur de style, là, tu l'as tellement vendu, je pense qu'il va pas rester longtemps au club. Il a quand même la trentaine maintenant, donc je le vois pas maintenant aller signer, je ne sais où. Il a sa vie en Alsace maintenant. Il a effectivement joué au Sporting Schiltigheim, etc. Il a joué dans les grands clubs, on va dire, alsaciens. Donc je le vois pas maintenant partir. Je pense qu'il s'est investi dans ce club pour le faire monter. L'objectif, c'est d'ailleurs Régional 1 pour le FC Style. Mais Alex Maisonneuve, franchement, c'est un joueur, il est extraordinaire. C'est un mi-temps Dunkerque.
Pardon? Mi-temps à Dunkerque. Ah bah oui, non, mais 1-0 pour les tu nous Messins. coupes la parole pour nous annoncer la mi-temps, toi. T'es comme ça, t'arrives, tu t'installes chez les gens, tu mets les pieds sur la table, quoi. Non, mais je rêve. Non, mais Jean Baumel, franchement. On est en 2018, on va apprendre à être poli en 2018. Alors, je rigole évidemment, Gibaud, donc, mi-temps. 1-0 donc pour les Messins. C'est bien Nian qui a marqué ce but à la 44e minute. L'appel de la frite et de la bière pour Jean Baumel. Exactement, c'est sacré, vous faut pouvez pas pas louper attendre. ça. À tout à l'heure, Gibaud, à tout à l'heure, donc, Sébastien pour la deuxième mi-temps de ce match entre Steel et Troyes. Arnaud Valadon est à Sochaux. Sochaux se balade. Petite Arnaud. surprise quand même, 3-0 pour Sochaux, le 8e de Ligue 2 face à Ligue 1. à Amiens, 13e de Ligue 1, et franchement il y a pas photo sur la première mi-temps. 3-0, Ruiz, Meïté et Kaloulou, vraiment des Sochaliens qui régalent, et ça donne du baume au cœur aux supporters qui manifestaient avant le match contre en termes de direction. palmarès quand même, Sochaux c'est au-dessus d'Amiens. Hein. Deux Coupes de France, 1937-2007. Voilà, il y a 10 ans, Sochaux gagnait contre l'Olympique de Marseille une Coupe de France, je crois. Et effectivement, club historique, et on rêve vraiment de retrouver l'élite, parce que ça manque terriblement à ce territoire de football, à ce public qui aime le football. Voilà, Sochaux, le stade, qu'on le rappelle, qui est dans l'enceinte, même si la famille Peugeot n'est plus propriétaire du club, mais on est au sein de l'usine de Peugeot. Donc il y a plein d'histoires. C'est vraiment un club mythique, Sochaux, et ils ont envie, les supporters, de retrouver l'élite. En tous les cas, ils font le job en Coupe de France. 3-0 donc à la mi-temps face à Amiens. Merci Arnaud, à tout à l'heure pour la deuxième période. C'est la mi-temps, me semble-t-il, également à Senlis qui est opposé à Nantes cet après-midi. Aurélien Tiersin, salut Aurélien. Salut Christophe, salut à tous. Exactement, c'est la mi-temps. Là, il y a 4 divisions d'écart entre Senlis. Ça se joue à Beauvais, mais c'est Senlis en National 3 contre le FC Nantes. 4 divisions d'écart, et ça se voit ça se voit vraiment comme le nœud au milieu de la figure. 2-0 pour le FC Nantes. Plus de physique, plus de vitesse, plus de technique. Ça a fini par craquer 2 fois du côté de Senlis. Un but de Yacine Bamou à la 27e minute suite à un corner cafouillé, et un maître coup franc de Valentin Rongier à la 35e. Les Canaries, très tranquilles cet après-midi contre cette équipe d'amateurs de National 3 qui est 5e dans son groupe des Hauts-de-France, mais ça ne suffit pas pour bousculer des Nantais qui sont très solides comme à leur habitude, avec Mister Claudio Ranieri. La deuxième mi-temps donc qui reprendra dans une grosse dizaine de minutes. 2-0 pour donc ces Nantais contre Senlis ici à Beauvais. Très bien Aurélien, tout à l'heure pour la suite de ce match, la deuxième période. Olivier, un petit mot sur la Coupe de France, les 32e de finale, les petits poussés qui tentent de bouffer les gros ogres. Mais de la Ligue 1. Et tu sais que pendant longtemps c'était la fête au village, on se disait on accueille un gros. Aujourd'hui c'est vraiment, on sent qu'ils se disent tous que c'est possible, et lorsqu'ils rentrent dans le match, c'est pour le remporter, c'est pas juste pour participer, et c'est juste incroyable. Malgré tout, il y a eu assez peu de surprises, faut bien le dire, depuis le début de ces 32e de finale. Il y en a eu qu'une, en gros, on va en parler d'ailleurs dans un instant. À force qu'il y ait des surprises, les clubs de Ligue 1, même quand ils vont aujourd'hui dans les petits clubs, ils les prennent très au sérieux. Ouais, c'est les matchs pièges par excellence pour tous les grands clubs de Ligue 1. Roland Courbis nous disait ce matin, la surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise, justement. Voilà donc pour la Coupe de France, on y reviendra dans quelques instants. On va partir du côté de Granville dans une petite minute, parce que Granville a créé l'exploit en sortant tout à l'heure un club de Ligue 1, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux, où rien ne va plus. Tiens, on va prendre la direction du Sud-Ouest maintenant, le pays de Paul Lafitte.